bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Agora News en toute sécurité, consacré aujourd'hui au rôle des médias face aux crises actuelles. Et qui mieux que mes deux invités pour parler de ce sujet? J'ai le plaisir de vous présenter donc Gilles-William Goldnadel, avocat, essayiste, écrivain, chroniqueur attitré d'émissions des Terriens du dimanche sur C8, militant associatif qui a créé Droit à la sécurité, et puis également Avocats sans frontières notamment, et qui vient de publier ce livre très intéressant, Les névroses médiatiques, qui est en plein au cœur de notre sujet. Les névroses médiatiques, le monde est devenu une foule déchaînée, aux éditions Plomb. Voilà. À ses côtés, André Berkoff, écrivain, essayiste, journaliste, animateur, qu'on entend régulièrement sur Sud Radio, qu'on lit régulièrement à Valeurs Actuelles, et vous avez ensemble co-créé d'ailleurs une web TV qui s'appelle La France Libre. D'ailleurs, ma première question, c'est cela. Pourquoi avoir ressenti le besoin de créer une télévision? Est-ce que ça veut dire qu'il manque de l'espace pour s'exprimer librement? Est-ce que c'est ça qui a motivé votre idée de créer cette France, cette télévision France Libre? Goldnadel. Il n'y avait pas pénurie de médias Oui. et de télévision, mais il y avait peut-être effectivement un manque assez douloureux d'un média qui dise les choses sans trop de précautions, sans de céder au terrorisme intellectuel ambiant. Et je crois qu'il y avait moyen effectivement de dire des choses et ça a été assez bien reçu. Oui. Je crois que surtout que c'est pour ça que ceux qui passent leur temps à chouiner sur les grands dangers du web devraient se rappeler qu'aussi le web, c'est facteur de liberté. Il y a le meilleur et le pire, bien sûr, mais heureusement qu'on peut aujourd'hui, avec des moyens même réduits, faire entendre des voix qui souvent, vous parlez des médias, ne se font pas tellement entendre dans les médias que l'on dit mainstream. Donc il est bon qu'il y ait une pluralité des voix, effectivement, dans n'importe quel domaine qui se passe. Et je crois que de son point de vue, le web est très, très, très bénéfique. C'est un grand bénéfice. Nous y sommes, ici, sur une web TV. Et plaisir donc de vous accueillir. Je pense que aujourd'hui, nous vivons un moment particulier, me semble-t-il, du rôle des médias face aux crises. On voit actuellement ce qui se passe notamment chez nous en France, avec la crise sociale des Gilets jaunes, et notamment cette prise à partie que l'on voit des médias qu'on ne voyait pas forcément auparavant. On voit des médias qui sont la cible aujourd'hui de critiques très fortes, voire même d'agressions et de violences. Qu'est-ce que ça vous inspire, cela, André? Écoutez, je crois qu'il faut vraiment remonter à l'origine, non pas des Gilets jaunes, mais il se passe quelque chose qu'aujourd'hui, justement, vous parlez du web. La grande différence, c'est qu'il y a un certain nombre de médias, il faut le dire, qui, vous savez, il n'y a jamais eu d'objectivité. Pour moi, l'objectivité, c'est un faux mot, ça n'existe pas. Il y a des partis pris, et heureusement des opinions, et de l'enquête. Il faut le dire qu'aujourd'hui, vous avez une partie des médias qui n'ont pas les moyens de faire l'enquête, et vous avez beaucoup d'éditorialistes, et c'est très bien, et vous avez peu d'enquête de fond. Ensuite, il y a l'autre problème des médias, c'est qu'effectivement, les médias sont tenus par des actionnaires aux opinions diverses, mais en général, et je dis, ils sont assez proches de l'État, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, des gouvernements qui soient de gauche ou de droite. On ne retrouve pas dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis. Aux États-Unis, la loi interdit aux propriétaires d'un média de faire des affaires avec l'État. C'est totalement interdit. Bon, là, il y a ça, donc forcément, alors je ne dis pas qu'ils sont tenus en laisse, il ne faut pas exagérer, il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur métier, et ils le font à fond, mais d'autres, effectivement, ce n'est pas le cas, et il y a un problème, et c'est ressenti par un certain nombre de gens comme des médias à sens unique. Et c'est ceux-là qui sont un tout petit peu, mais j'aime pas les agressions. On a le sentiment que les médias sont assimilés, associés à ce qu'on appelle les élites, et qu'on critique aujourd'hui, la classe politique, la classe dirigeante, etc. Et d'ailleurs,
votre prochain livre sera consacré au retour des peuples. Absolument. Qui sera publié aux éditions Hugo. Hugo, oui. Ça s'appelle Le Retour des peuples. Le Retour des peuples. Parce que ce n'est pas seulement en France, ça s'est passé partout. Dans toute l'Europe, actuellement. Et je rappelle que vous avez été le seul journaliste français, d'ailleurs, à pouvoir rencontrer Donald Trump pendant sa campagne présidentielle et à annoncer avec une grande certitude sa future élection, ce qui est aussi la démonstration que le peuple américain a déjoué tous les pronostics. Et juste un mot avant de passer la parole à Gilles William. Il y a quand même quelque chose, j'ai été très frappé, pour ne pas parler de ça, l'extraordinaire désinformation des médias qu'il y a eu au niveau de Donald Trump. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais il y a une unanimité jusqu'à présent, pas seulement en France, mais aux États-Unis et ailleurs, pour le présenter comme une espèce de fou dangereux, et puis regardons les résultats. Alors, William Goldnadel, alors votre livre, vraiment met l'accent sur cette foule déchaînée que vous évoquez, et en rappelant les différentes crises médiatiques qui ont alimenté ce déchaînement, cette crise pratiquement irrationnelle, quand on a eu notamment les affaires MeToo, Charlie évidemment, n'en parlons pas, l'affaire Théo, à Trump effectivement, le racisme anti-blanc, l'art contemporain en passant par Gaza, c'est ce que vous essayez de démontrer. Alors quelle est la thèse de votre livre au fond ? D'abord, pour reprendre la crise des élites, je vois ça sous un angle un peu différent de celui de mon compère Berkoff. Il y a quand même une mise en cause du journalisme contemporain qui me paraît assez justifiée. C'est-à-dire que il semblerait que le journaliste se soit pris pour un intellectuel et se soit senti un peu humilié d'avoir à décrire les faits. Il a préféré 1000 fois d'avoir à les expliquer ou de les recontextualiser. Donc, il a été davantage dans ce que j'appelle le catéchisme, raison pourquoi je parle dans mon livre de l'Église catholique, et a, notamment en Europe, véhiculé, avec une sorte de prêchi-prêcha, une idéologie quasi-religieuse qui tournait, dans son dernier moment, autour de la détestation du mal blanc occidental. Raison pourquoi André Berkoff a raison de constater que de l'autre côté de l'Atlantique, cette détestation journalistique un peu élitiste du mal blanc occidental s'est déchaînée autour de la personne tout à fait contestable, mais pas à ce point de diabolisation et de ridiculisation de Donald Trump. À part ça, effectivement, ce livre, je l'ai publié 15 jours ou 3 semaines avant le début des Gilets jaunes, et je ne crois pas avoir été très cruellement démenti par les faits. Je constate, je ne suis pas dans le jugement, hein. Je ne dis ni bien ni mal du web, et moi-même, vous avez rappelé que nous sommes des hommes du web. Mais il est certain que si on veut expliquer le degré de folie un peu irrationnelle de ce monde, eh bien moi je l'expliquais une sorte d'intuition, à savoir, je pense que les individus isolés mais interconnectés entre eux, médiatiquement, électroniquement, forment une foule, et une foule particulièrement déchaînée. Et de cette intuition, j'ai relu les grands auteurs qui ont décrit avec assez peu d'aménité le phénomène de foule, son suivisme, sa puérilité, sa propension à la haine, que sont Gustave Le Bon et Sigmund Freud, et on retrouve au sein maintenant des foules médiatiques, malheureusement, à peu près les mêmes caractéristiques que l'on trouve dans une foule physique. Et il se trouve que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une création au départ d'une foule médiatique par des gens qui parlent dans une vidéo et qui ont fait partager leur colère. Par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Ouais. Il y a une dame, il y a un monsieur qui ont fait partager leur colère, justifiée ou injustifiée, peu importe, par des centaines de milliers de gens. Ils ont formé une foule médiatique qui a formé une foule physique, qui, par une sorte de dialectique un peu perverse, forme une foule physique. Et on en est là avec un phénomène de foule déchaînée. Oui, je voudrais porter un bémol à ce que dit mon ami Gilles William Goldnadel, deux bémols d'ailleurs, mais qui ne forceront pas une fausse note. Primo, il faut... Je ne pas de soupir. Non. Primo, il faut dire d'abord pour les journalistes. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est pas qu'ils sont anti-humiliés, c'est qu'il n'y a plus d'argent.
c'est qu'avant, je ne dis pas avant c'était mieux, il y avait de l'argent pour faire des enquêtes. Il fallait, moi j'ai connu l'époque où j'étais à l'Express, où on m'envoyait 3 mois ou 4 mois, et je n'étais pas le seul, pour aller enquêter sur telle ou telle chose. Il faut savoir que les journalistes se sont transformés, je ne dirais pas à peine, en éditorialistes, et malheureusement, c'est très bien l'éditorialiste, mais ça ne suffit pas, au détriment de ce qui est le cœur du journalisme, l'investigation. Voilà, c'est quand Albert Londres, le père du journaliste, disait il faut porter la plume dans la plaie, ils ne sont tentés pas d'écrire des éditoriaux, de dire ce qu'il pensait. Il y allait. Il allait sur le terrain et il faisait. Non, mais c'est très important, parce que s'il n'y a pas ça, André, il n'y a rien d'autre. J'aimerais beaucoup y croire. Je constate comme toi que les journaux sont faibles, ça fait une trentaine d'années d'ailleurs qu'ils sont faibles, ils sont encore plus faibles aujourd'hui, il y a une précarisation indéniable de la profession de journalistique qui n'arrange pas les choses, mais cela étant, tu m'accorderas que par exemple, le service public de l'audiovisuel, qui est sans doute le moins pauvre et le plus dispendieux, eh bien, malgré tout, on trouve des militants acharnés, et donc ça n'est pas la pauvre... C'est autre chose. Pardon. Ça, c'est un marotte, et je sais, sur le service public, et je la partage souvent. Le problème est là. Non. Ça, c'est les écoles de journalisme et la doxa de la gauche bien pensante qui fait que 80% des gens qui sont là sont très sincèrement, nous sommes le camp du bien, nous allons distiller le bien, tout ça. Maintenant, je voudrais l'histoire des Gilets jaunes et autres. Ce qui est intéressant, évidemment, il y a le phénomène de foule. Mais il y a autre chose. S'il n'y avait pas des raisons objectives, alors là, on peut parler d'objectivité, au fait que et d'ailleurs, le type qui a admonesté Édouard Philippe, qui a 73 ans, qui touche 700 € par mois de retraite et qui doit faire des ménages, il dit comment je fais. Il y a eu quelque chose, c'est qu'on pensait que ces gens-là, ce qu'on appelle, tu sais, même en 1789, les faquins, les gueux. J'ai relu le discours de Sieyès sur le tiers-État. C'est extraordinaire. Je vous recommande à tous de le lire. Mais d'une actualité totale. Écrit en janvier 1789, avant les États généraux. Lisez-le, je vous assure, c'est étonnant. Mais il dit, cette noblesse qui dit c'est faquin, c'est gueux, c'est maintenant aujourd'hui quoi? C'est gaulois réfractaires, cette lèpre, ces pauvres gens, c'est tout ça. Bon, à un moment donné, ces pauvres gens se disent, attendez, on existe quand même. Et c'est ça qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est une révolte populaire de masse, je ne dis pas que ça va être la révolution demain, mais ne pas oublier que les raisons objectives étaient là. Après, évidemment, les réseaux sociaux, la télévision, tout ça embraye. Bien sûr, le phénomène des réseaux sociaux qui est nouveau. Vous avez sans doute lu cette tribune de Philippe Val dans le Figaro, qui dénonce avec force le terrorisme de certains réseaux sociaux, les gourous de Facebook, Twitter, etc., l'anonymat et le déchaînement d'insultes raciales, sexistes, etc. Est-ce que là, il n'y a pas quand même matière à réflexion, quoi, je veux dire, par rapport à ce que nous connaissions, parce que la grande presse aujourd'hui aussi se retrouve face à ce phénomène qui dépasse un peu tout le monde, quoi. Oui, mais alors là, moi, j'ai un point de vue un peu isolé. Bien, j'approuve complètement Philippe Val dans sa description, c'est un peu la mienne, du déchaînement de haine et qui, encore une fois, devient exponentiel quand il est électrique, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, il y a quelquefois des phénomènes que je trouve pour ma part comme pernicieux. Par exemple, je ne vois pas l'intérêt, je ne considère pas que ce soit de très bonne pratique, de multiplier par 1 million ou par 10 millions le tag épouvantable antisémite qui était sur la vitrine de Bagelstein. Je ne vois pas l'intérêt, ni pour les Juifs, ni pour les autres, de donner à la postérité le geste d'un crétin inconnu. En lui donnant une ampleur. Il y a là je veux dire, il y a une médiatisation malsaine, une sorte de frisson shoatique qui pour moi, que je considère comme particulièrement contre-productive. Voilà. Non, mais juste un mot là-dessus. Alors là, nous touchons au cœur de la chose. Effectivement, les réseaux sociaux sont des démultiplicateurs d'événements. Pour le meilleur et pour le pire, on l'a dit. Mais je vais vous dire, toute cette histoire-là
et tu en as parlé, Gilles William, et moi aussi. Mais il y a aussi une instrumentalisation. Parce que quand on dit, avant la presse était, mais je ne veux pas évoquer la presse antisémite de Je suis partout et compagnie, je ne vais pas évoquer Salingro, je ne vais pas évoquer que depuis Gutenberg et avant, les fake news, ça existe depuis toujours. Alors qu'on n'avait pas dire, ah, maintenant, non, parce qu'ils sont là, ah, Internet, c'est terrible, c'est atroce, etc. Que la propagande, qu'elle soit raciste ou autre, existait à mort, et 14-18 et compagnie. Non, c'est qu'il y a aujourd'hui un truc très pernicieux. C'est que, et encore une fois, c'est un outil, Internet, c'est pas autre chose. C'est qu'on instrumentalise, regardez ce qui s'est passé avec l'histoire de l'antisémitisme, je veux dire, Finkielkraut et compagnie. Oui. Il y a une instrumentalisation de ça en disant, ah là là, plus jamais ça, en attendant, tout passe. Et quand Gilles William il a fait remarquer, je le cite, il a dit, mais depuis 1945, puis la libération, qui a tué des juifs, bon, il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'il y a instrumentalisation de la part de tous les pouvoirs en disant, voilà, on va mettre ça devant, pendant ce temps, on ne parle pas du reste. C'est ça qui est dangereux. Alors, je voudrais quand même, parce qu'on avance, et on a presque terminé déjà, le temps passe vite, avoir votre sentiment sur Mediapart et la perquisition, la question du secret des sources. J'ai entendu, comme vous, un grand avocat, Éric Dupond-Moretti, attaquer frontalement Mediapart, l'accusant de se comporter en procureur, etc. Je voulais avoir votre sentiment. Il a raison. Je suis exactement du même avis que mon ami Dupond-Moretti. Je considère qu'aujourd'hui, M. Plenel est devenu le premier flic de France, mais sans le contrôle ni des boeufs-carottes, ni des juges. Qu'est-ce que c'est que cette manière d'exploiter des conversations privées qui n'ont pas été ordonnées par la justice et de les faire avaliser par des juges, alors même qu'elles étaient contestées par les auteurs? J'ai pas une sympathie débordante pour M. Benalla. Je suis sur le terrain des principes. Et je remarque que pendant qu'on amuse le bon peuple autour de la violation du contrôle judiciaire, que d'ailleurs on favorise quand on les met tous les deux pendant une heure. Ça, c'est un loupé. Oui, c'est ça. Oui, mais il y en a tellement des loupés, Georges Fenech. Il y en a tellement des loupés. Ouais. Mais pendant ce temps-là, le parquet a mis des mois pour autoriser un supplétif pour investiguer sur l'étrange perquisition. La disparition du coffre-fort. La disparition du coffre-fort. Et là, comme par hasard, on est beaucoup moins acharné là-dessus. Donc, où que je tourne mon regard, je considère que réellement, l'incarcération de Benalla écrase en exploitant des conversations d'ordre privé dont on ne sait rien. Ça heurte les principes. Ah ben moi, ça me heurte totalement. Moi, peut-être un avis un peu nuancé. Oui, moi, non, plus que nuancé. Ouais. Moi, non seulement ça me heurte pas, ça me heurte. Moi, je trouve que le scandale absolu de cette histoire, c'est très joli, les règlements du droit. Le scandale absolu de cette histoire, c'est ce traitement de l'affaire Benalla, qui est quand même. Pardon, c'est un scandale d'État, cette histoire. Il faut quand même rappeler. Je veux dire, c'est pas seulement l'histoire du coffre-fort, le fait que. Je veux dire, on aime ou on n'aime pas ce qu'a fait le boxeur là, qui a boxé le CRS, et je suis contre. Christophe Détinger. Sauf qu'il est, lui, encore en prison un mois. Messieurs Benalla écrase, où il y a eu tout ça, sont sortis. Bon. Et puis, deuxièmement, moi, j'aime bien Dupond-Moretti, mais j'aime bien aussi quand Dupond-Moretti dit qu'il faut ramener tous les djihadistes pour leur donner un procès équitable. Pas le seul à le dire. Ah ben oui, mais enfin, alors moi, je veux bien les procès équitables, mais il faut savoir que quand quelqu'un a brûlé sa carte d'identité et son passeport, eh bien, moi, les procès équitables... Quand Plenel utilisera nos conversations téléphoniques à tous les deux et les enverra au juge, tu seras moins d'accord. Je serai d'accord. Et Dieu sait si je n'ai pas une sympathie particulière pour Plenel, il faut le dire. Passionnant de vous écouter échanger. On va terminer cette émission. Je voudrais rappeler ce qu'avait lancé, on peut dire, Émile Zola quand il a claqué la porte du Figaro en pleine affaire Dreyfus, en parlant du journalisme. Vous vous souvenez, l'aurore, j'accuse, etc. Le journalisme est le dernier des métiers. Il aurait mieux valu ramasser la boue des chemins, casser des pierres, se donner à des besognes grossières et infâmes. Alors, ce métier de journaliste, Georges, André Berkoff. Je vais vous donner la phrase de Nietzsche qui est encore vraiment beaucoup plus forte que Zola. Vous savez ce qu'il écrivait, Nietzsche, en 1880. Il disait « Encore un siècle de journalisme et les mots eux-mêmes se mettront à puer ».
Un mot de conclusion, William? Non, écoute, La presse doit vivre, la presse est libre, Ah, elle doit rester libre. Ah non, mais d'accord. c'est le plus important. Que serait le Et monde résister à toutes les crises. Non, mais que serait le monde sans notre presse? Mais il y a eu un tel dévoiement en ce moment de la presse qu'il faut retrouver, encore une fois, le chemin de la raison, mais sans pour autant nier aussi les avantages d'Internet, parce que c'est Internet qui empêche Bien sûr. la pire des désinformations. Et quelle est la pire des désinformations? Ce ne sont pas les mensonges, c'est l'occultation des faits qui dérangent. Et L'omerta. L'omerta. Et grâce justement à Internet, ça c'est impossible. On ne peut plus mettre les cadavres comme ça dans un placard, c'est terminé. Et j'ajoute, grâce aussi à Agora News en toute sécurité, nous avons pu débattre librement d'un sujet sans aucun tabou, sans aucune restriction. Merci messieurs de votre participation et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la nouvelle émission. Merci.